question de la déontologie. Toutes les personnes sont floutées. Il n'y a aucun élément de date ou de lieu qui permettent de situer les scènes. Il n'y a aucun élément d'aucune sorte. Voilà. Donc, en réalité, il décontextualise complètement chacune des photos qui sont toutes réduites à un certain nombre de postures prises par les personnes. Et c'est ça qui intéresse Julien Morel, avec quoi il a fait sa thèse, 400 pages de très haute tenue, et puis ensuite tout un ensemble d'articles qu'il a publiés. Alors, vous voyez un peu les postures singulières. Alors, quand on raisonne les questions déontologiques, c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes. Il faut faire attention. Le sociologue doit toujours être extrêmement respectueux des personnes qui sont au cœur de nos enquêtes. D'un autre côté, mettons-nous à la place de Julien Morel, et puis en quelque sorte du point de vue de la science, hein, sans en faire un grand mot, mais du point de vue de la science, la place du téléphone portable dans l'espace public, dans nos vies de tous les jours, est une question absolument centrale. C'est très important de savoir ce qui se passe, comment ça se passe, comment les gens s'en servent, ce que ça modifie, etc., etc. Et donc, il faut bien enquêter, il faut mener des enquêtes. Donc, il y a des enquêtes qui sont très difficiles à mener. Alors, on y va, on est un peu borderline. On fait attention à ne pas l'être entièrement. Voilà, d'accord? On est dans cet entre-deux, mais j'insiste, un entre-deux qui doit être d'abord respectueux des personnes. Quoi qu'il advienne. Alors maintenant, je reviens un petit peu sur l'intérêt du travail de Julien Morel. Hein, il montre tout un ensemble de postures que nous connaissons bien tous maintenant, les postures des gens qui téléphonent dans l'espace public. Voilà, la personne qui est adossée comme ça, ou la personne qui essaye de créer une sorte de niche privatisée. Elle se met contre une rambarde, elle pose le pied contre la rambarde pour marquer que c'est son espace. D'accord ? Puis voilà. Alors, vu d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément fantastique, mais il y a quelque temps, c'était intéressant. Et aujourd'hui, nous avons appris à reconnaître les gens qui téléphonent dans l'espace public. Hein, vous comme moi, on arrive dans une gare, on se met on est à 50 mètres ou à 100 mètres d'une personne, on sait qu'elle téléphone. Parce qu'on repère tout de suite un certain nombre de postures et puis certains choix de localisation dans l'espace qui font qu'on sait que c'est quelqu'un qui téléphone. Et puis, je remonte, hein, c'est un peu... Et puis, ce qu'il a fait aussi, Julien Morel, c'est vraiment magnifique. Alors, j'adore ces séquences. Il a dessiné, d'après observation, les micro-parcours d'une personne qui téléphone. Alors ça aussi, vous le connaissez bien, et nous le connaissons bien tous, hein, ces parcours que l'on fait quand on téléphone. Alors, vous savez ce que c'est, hein, je ne vais pas faire de grands dégagements là-dessus, mais on fait un pas en arrière, on fait 2 pas en arrière, on se tourne, on se retourne, on protège le téléphone en montant les épaules. On a tout un ensemble de postures comme ça, très caractéristiques. Et Julien Morel, il les a observées, il en a observé des centaines, et puis là, il montre, vous voyez peut-être mon curseur, il montre le trajet de quelqu'un qui fait des espèces d'aller-retour comme ça, sur place, un peu mystérieux, et il les décrit. Trajectoire géométrique dans un hall de gare. Cette figure représente le cheminement d'un adolescent accompagné de 3 amis, les 3 croix. Voilà, les derniers patientaient en station debout autour de sacs de voyage. Le quidam sort de sa poche un portable, etc., etc. Il fait alors volte-face et reprend d'un pas lent son chemin, etc., etc. On
Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur les parcours commentés? Première étape du travail scientifique, toujours décrire. Julien Morel décrit. OK? Je vous montre un autre exemple, très très passionnant aussi. Enfin, moi en tout cas, ça me passionne. J'aime beaucoup ces enquêtes. Alors, vous voyez d'emblée, hein, on reste bien dans des questions de mobilité, puisque nous sommes cette fois-ci dans le métro à Paris. On pourrait faire la même chose dans le métro à Rennes. C'est un travail de 2 personnes. Vous voyez son nom en bas, Martin Aranguren pour l'un, et l'autre, c'est Stéphane Tonla, mais il n'a pas signé la communication que Martin Aranguren avait fait dans un séminaire que j'organisais, c'est vieux, en 2014, à Villeurbanne. C'est très vieux, hein. Ça fait 6 ans, ça va. Un séminaire sur la question apprendre la mobilité. La mobilité, ça s'apprend. Alors, quel est le problème posé par Martin Aranguren et Stéphane Tonla? C'est un problème d'une très grande complexité et en même temps très important. Le métro parisien, vous le savez, il n'y a pas que le métro parisien, parce que le métro rennais, il est gratiné pour ça. Hein. Le métro rennais et le métro parisien sont tout le temps hyper chargés. Le métro rennais, il est trop petit. Il est complètement sous-dimensionné. Et à Paris, certaines lignes, la 13 par exemple, c'est la cohue permanente. C'est la cohue permanente. Hein, vous savez ce que c'est? Concrètement, vous voyez hein, les degrés comment dit-on, de foule serrée, quoi. Là, vous voyez, vert, il n'y a personne. On est à l'aise dans le métro, on est presque tout seul. Et puis rouge en bas, là, on est complètement... toutes les personnes sont debout en contact physique direct les unes avec les autres. La densité est extrêmement inconfortable. Aucun mouvement n'est possible. Bien évidemment, ça arrive très souvent dans le métro à Paris. Situation favorisant les bousculades et les mouvements de panique. Voilà. Donc imaginez, nous sommes dans le métro à Paris, on est complètement écrasés les uns sur les autres, ça ne sent pas forcément très très bon. Et puis on est bousculé parce que le métro démarre et le métro s'arrête, et donc on est bousculé comme ça, c'est vraiment pénible. Et c'est vrai que des fois on ne peut pas bouger. Hein. On a la main par exemple le long de sa jambe, on ne peut pas monter la main pour se gratter le nez parce qu'on est trop écrasé. Et souvent dans ces cas-là, eh ben, les gens se bousculent sans le vouloir, et on prend un coup de sac à main dans le ventre, on prend un coup de coude dans le foie, on se fait marcher sur les pieds, il y a une valise très lourde qui vient cogner sur nos jambes, et puis c'est vraiment très très pénible. Et ça peut durer longtemps. Et l'énigme qui intéresse Aranguren et Tonla est la suivante. Comment se fait-il que dans ces situations de foule extrêmement compacte, qui se bousculent en continu, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de bagarre? Comment se fait-il que l'espace public demeure pacifique? Il n'y a jamais de bagarre. Sur la 13, on peut faire 3/4 d'heure de métro en se prenant des coups du début à la fin. D'accord? Il n'y a jamais de bagarre. Pas mal, hein? Voilà. Alors, ils ont travaillé à Paris, ils ont travaillé à Delhi après. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Parce que quand même, je veux vous montrer comment est-ce qu'on a enquêté la question. Alors, pardon, hein, mais il faut que je retrouve les bons slides. Et comme j'ai décidé de vous donner tous les articles pour que vous ayez les tenants et les aboutissants des enquêtes, voilà. Voilà. Vous voyez ici 2 prises de vue sous-titrées « Train » pour l'une, « Quai » pour l'autre. Je reviens au problème des techniques d'enquête mobile. Comment enquêter ça? Comment est-ce qu'on peut l'enquêter? Des entretiens, ça n'a pas de sens. Du quanti, ça n'a pas de sens. Rien n'a de sens.
Les parcours commentés, là encore, ce serait plutôt possible, mais pas très très facile quand même. Tonla et Aranguren ont décidé d'équiper les quais du métro et les voitures des rames du métro de caméras qui filmaient en continu ce qui se passait. Alors, vous voyez là, on est ici, là, train. C'est une photo, parce que c'est du film, donc il y a des vidéos, il y a des heures et des heures et des heures et des heures de film. Les caméras, elles sont posées au-dessus des portes, et puis elles filment en continu. Ce sont des petites caméras assez discrètes. Elles filment du type GoPro. Elles filment en continu ce qui se passe dans la rame. Et puis, on a là une autre caméra qui est mise sur le quai. Vous savez que les rames de métro à Paris s'arrêtent toujours au même endroit. Donc, on filme la sortie et on laisse rouler les deux caméras en continu. Super! En termes de production de matériaux, c'est vraiment fantastique. On passe le matin, on lance les caméras. On passe le midi, on prend les cartes SD, on les décharge, on les remet. On a du matériau, on trie, on regarde. Et puis à nouveau, question déontologique. Et comme il s'agissait de la RATP, une entreprise publique, vous vous en doutez, la question déontologique était très importante. La CNIL a été mobilisée. Et pendant toute la durée de l'enquête, des grands panneaux ont été apposés sur les parois des stations de métro, disant aux gens, dans le cadre d'une enquête menée par l'École des hautes études en sciences sociales et la RATP, servant à ceci, racontant cela, vous êtes susceptible d'être filmé. Si vous voulez voir les images, vous pouvez téléphoner à tel numéro, aller voir les images dans tel bureau, etc., etc. Et puis, bien évidemment, les personnes étaient ensuite floutées. Là, en l'occurrence, il y a des pastilles de couleur. D'accord ? On produit du matériau intelligent, rigoureux, continu, sur des situations qui sont a priori inenquêtables. Vous voyez, là, on est moins dans le shadowing et plus dans le following. On suit les gens. Parce que quand le métro démarre, la caméra tourne et donc on voit ce qui se passe. Alors, vous regarderez l'article et vous comprendrez la résolution de l'énigme, la résolution du mystère. Pourquoi les gens ne se tapent-ils pas dessus alors qu'ils passent leur temps à se cogner les uns aux autres? Eh bien, tout simplement parce que l'on communique beaucoup dans ces situations et on communique beaucoup avec le visage. Et Martin Aranguren, Stéphane Tonla. Alors vous avez là en bas, vous voyez le monsieur, là c'est lui, Martin Aranguren. Et là c'est une jeune femme que je ne connais pas. Ils ont fait une grammaire de la communication faciale en situation de crise. Alors là encore, c'est une thèse. Donc il y a 400 pages. Je veux dire que c'est quand même un travail très sérieux, très très approfondi, très novateur, c'est vraiment passionnant. Et donc on voit, vous comprenez ce que je veux dire, j'espère que je me fais comprendre en tout cas. Vous voyez la jeune fille, elle est là dans le métro, premier visage, elle n'a rien fait encore. Deuxième visage, elle se rend compte qu'elle vient de marcher violemment, sans le vouloir, sur le pied de son voisin. Son voisin la regarde un peu courroucée et elle lui fait cette grimace, qui est une grimace socialement conventionnelle, que l'on comprend tout de suite. Elle fait cette grimace en quelque sorte. Là. Elle n'a pas besoin de s'exprimer, elle n'a pas besoin de dire un mot. Elle fait comprendre à la personne « Je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas de ma faute, j'y peux rien. » Voilà. Pas un mot n'est échangé. Les protagonistes n'ont pas changé de position, mais une communication s'est engagée. Et puis, voilà, là, on a les victimes, c'est-à-dire les gens qui sont bousculés. Alors là, Martin Aranguren, il y a plein d'expressions, plein de types de grimaces, plein d'expressions faciales, ce ne sont pas des grimaces. Voilà, là, on peut imaginer que 1, 2 et 4,
Hein, vous voyez, il code, tout ça, c'est très savant comme affaire. C'est la 3e fois que la personne se fait écraser le pied par la jeune fille, et le monsieur, Martin en l'occurrence, il fait cette drôle de grimace, et au final, il finit comme ça. Ça veut dire, oui, bon, ok, je comprends, mais ça commence à bien faire. D'accord? Eh ben voilà. Voilà shadowing et following, 2 modalités d'enquête. Je m'approche quand même de la fin, parce qu'il y a déjà un petit moment que nous sommes sur ces questions de méthode, mais elles sont importantes, de mon point de vue. Que vais-je vous montrer maintenant? J'en viens à une autre modalité d'enquête. L'étude des traces. L'étude des traces. De toutes les traces. D'accord? L'étude des traces. Et là, je vais vous donner un exemple avec un travail à nouveau que je trouve très très passionnant. Le travail conduit dans le cadre d'un programme dont vous voyez le titre ici, e-Diaspora. E-Diaspora, travail qui a été réalisé par toute une très large équipe de chercheurs répartis dans tout un ensemble de pays du monde et coordonné, entre autres, par quelqu'un dont vous avez le nom dans la bibliographie et qui est celui de Dana, c'est son prénom, comme la chanson, la tribu de Dana, voilà, Dana Diminescu. Et un travail qui a été financé par la Fondation de la Maison des sciences de l'homme de Paris. L'étude des traces. Alors, qu'est-ce que c'est l'étude des traces? Vous savez, quand on est mobile, et quand vous êtes mobile, vous laissez tous des traces vraiment extraordinaires, très nombreuses, et qui ne sont pas perdues pour tout le monde. Facebook, Google, Zoom, pour les traces que nous laissons sur les réunions à distance, etc., etc. Tous les opérateurs informatiques, d'une part, mais aussi, par exemple, tous les transporteurs, et beaucoup d'autres, captent, utilisent les traces que nous laissons en tant que personnes mobiles dans l'espace ou en tant que personnes mobiles dans l'espace virtuel. Quelles sont ces traces? Je n'ai pas mon téléphone dans ma poche, mais vous savez que si vous avez Maps sur votre carte, ou même d'ailleurs si vous ne l'avez pas, vous avez un historique de position. Et si vous ne désactivez pas l'historique de position, on peut vous suivre à la trace dans vos déplacements à travers la ville, le quartier, la région, la France, tous les pays, où que vous alliez à l'échelle du monde, on peut vous suivre vraiment d'une manière extrêmement précise. Dans quel magasin vous rentrez, où est-ce que vous allez ensuite, à quelle heure, bien sûr, comment vous y allez, etc., etc. Les téléphones portables enregistrent ça en continu, sauf si on désactive les fonctions. Si vous allez prendre le transport en commun dans n'importe quelle ville de France et de Navarre, et évidemment à l'étranger, vous achetez un ticket où vous avez un pass, d'accord, un pass de transport, où vous utilisez, comme on peut le faire dans beaucoup de villes du monde et en Chine par exemple, les téléphones portables. Les passes sont enregistrées sur les téléphones portables. Et à chaque fois que vous validez, à l'entrée, à la sortie, vous signez vos trajets, vous signez votre carte d'identité, vous signez l'heure à laquelle vous circulez, à laquelle vous sortez du réseau, etc., etc. Et puis, quant à la navigation virtuelle sur Internet, bien sûr, on vous suit là aussi à la trace de manière très, très précise. Donc, la mobilité physique et la mobilité virtuelle et la mobilité résidentielle et les migrations, on pourra le voir un petit peu après, sont vraiment, en quelque sorte, doivent être pensées comme des centrales de production de traces mobilitaires. Très intéressant pour les chercheurs, évidemment.
Alors là encore, avec un impératif déontologique premier, on n'en fait pas n'importe quoi, on fait attention aux personnes, on est respectueux des individus, on protège, on anonymise, etc., etc. D'accord? C'est crucial. Ce que je vais vous montrer, c'est un exemple, je pourrais en prendre 10 000. C'est l'exemple donc de ce programme e-diaspora. Vous savez ce que c'est qu'une diaspora? La diaspora arménienne, la diaspora juive, la diaspora polonaise, la diaspora italienne, la diaspora bretonne, toutes les diasporas, c'est-à-dire ces personnes qui, bon, je ne détaille pas trop la diaspora, mais tous ces gens qui quittent leur pays puis qui vont s'installer ailleurs, mais qui en même temps restent très très fortement reliés à leur pays d'origine, à leur culture, à des médias dans lesquels on parle leur langue, dans lesquels on présente par exemple des YouTube, dans lesquels on présente des recettes de cuisine de leur pays, etc., etc. Internet offre un support de fonctionnement diasporique très intéressant, et c'est la raison de ce e-diaspora. Comment les diasporas nationales, culturelles, existent-elles sur Internet? Vous voyez un petit peu, hein, en même temps, je fais une petite incise, vous voyez un petit peu entre Aranguren, entre Hélène et puis ces jeunes avec les lunettes caméra, etc. Vous voyez un petit peu les objets de recherche d'aujourd'hui dans ce domaine sont quand même très très pointus, très très précis, extrêmement précis. D'accord? On n'est plus dans la sociologie d'il y a ne serait-ce que 20 ans ou 25 ans. Voilà, on est sur des sociologies extrêmement précises. Voilà, donc je prends l'exemple, pardon, je circule, je sais que ce n'est pas commode pour vous, mais vous regarderez plus tranquillement chez vous. Voilà le travail d'une femme qui faisait partie de l'équipe. Elle s'appelle Teresa Graziano et elle s'est intéressée, son nom nous l'indique, aux pratiques numériques des membres de la diaspora italienne. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Allez sur Internet, tapez e-diaspora, vous arriverez sur le site du programme où vous aurez toutes les cartes, tous les articles, vous aurez tout, un matériau superbe. Alors la première chose, c'est que quand on regarde un petit peu sur Internet, où se trouvent les Italiens, la diaspora italienne, ben voilà, hein, vous voyez, de web en dessous, le titre ou le sous-titre du tableau, A Web-Based Survey. D'accord? Donc quand on regarde, quand on fait un survey à partir du web, des pratiques du web, d'où sont les Italiens, où est-ce qu'ils sont installés aujourd'hui, hein, ces temps-ci, en 2010, 2012, et puis aujourd'hui, bah, on a, là vous pourrez aller voir sur le site, hein, bien sûr on peut bouger, on peut préciser, bah, on voit qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont installés sur la côte est des États-Unis, il y a beaucoup d'Italiens qui sont installés là vers le sud, vers les États du Sud, la Géorgie, tout ça, et puis il y a aussi beaucoup d'Italiens qui sont installés sur la côte ouest, hein, San Francisco, Los Angeles, San Diego, et puis il y a beaucoup d'Italiens sur le littoral, si j'ose dire, de l'Amérique latine, et puis il y a beaucoup d'Italiens en Europe, et puis il y en a partout, etc. etc. D'accord? Voilà. Mais ça, c'est pas encore tout à fait le sujet, un petit peu. Mais ce qu'elle fait, surtout, Teresa Graziano, voilà, elle regarde un peu les pages qui sont utilisées, et puis voilà ce qu'elle fait. Voilà la carte. C'est une carte, mais ça n'est pas une carte de géographie. C'est une carte de web géographie. C'est la carte des différents sites, principaux sites, qui sont utilisés par les Italiens, dispersés à travers le monde, et sur lesquels auxquels ils se connectent pour faire vivre leur appartenance diasporique italienne. Vous comprenez ce que... Hein, c'est pas entièrement facile à comprendre, je le sais bien.
Alors, c'est une carte de réseau, parce qu'on est là dans le domaine de l'analyse des réseaux. On ne voit pas grand-chose sur mon ordinateur, mais vous regarderez mieux. Hein. General Graph of the Italian e-Diaspora. Voilà, donc les grosses pastilles eh bien, sont les sites pratiqués par le plus grand nombre d'Italiens. Et puis après, il y a des sites qui sont pratiqués, qui sont beaucoup plus petits, qui sont pratiqués par beaucoup moins d'Italiens. Mais en tout cas, on a là, si on peut lire, quand on peut lire, la totalité des sites sur lesquels on trouve des traces de vie culturelle, sociale, italienne, des Italiens installés hors d'Italie. D'accord ? Et le programme e-Diaspora a passé en revue une quarantaine de diasporas. Bien sûr, les diasporas classiques, les vraies diasporas, au sens premier du mot, arméniennes, juives, etc., etc., mais aussi les diasporas suédoises, les diasporas algériennes, les diasporas sénégalaises, les diasporas bretonnes. Et ils ont fait une cartographie du web diaspora breton, etc., etc. OK ? Voilà à nouveau une technique d'enquête, l'analyse de réseau. Alors, on peut faire ces réseaux avec un logiciel dont le nom m'échappe, mais qui est en libre accès sur Internet. Voilà, donc une nouvelle technique d'enquête, des pratiques mobilitaires, et puis un nouveau type de matériaux, l'analyse des traces. OK ? J'arrive au bout de mon truc, mais je vais quand même encore vous montrer un petit peu. Ça passe très très vite. Hein. Nous aurons passé beaucoup de temps à cette question de méthode. Mais je me répète, hein, mais ça me paraît très important parce que là, ce sont des méthodes dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant et dont vous n'allez pas entendre parler très souvent. À partir de là, l'étude des traces, à nouveau, vous l'aurez dans votre base cursus, sur votre page cursus. Le travail de quelqu'un qui s'appelle Christian Likop, il est dans la bibliographie, qui s'est intéressé de très près à l'usage des applis de rencontres géolocalisées. Et il s'est intéressé d'une part à Tinder, et il s'est intéressé aussi à Grindr. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il y a une autre technique d'enquête qui est assez audacieuse, assez culottée, et qui pose aussi toujours des problèmes déontologiques, mais on n'a pas le choix de faire autrement. Quand on veut s'intéresser, quand on veut comprendre comment Tinder ou Grindr ou d'autres applis de rencontres géolocalisées fonctionnent, ben on peut demander aux gens de nous raconter, mais ça ne va pas être très probant, sincèrement. Et puis le sociologue, il a envie de voir, des fois. On veut voir comment ça se passe, du début à la fin. Je suis Éric Le Breton, j'ai un compte Tinder, j'ai envie de me faire une rencontre, parce que c'est vendredi soir, je suis tout seul et je veux rencontrer quelqu'un. Je prends mon truc, mon smartphone, je vais me connecter sur mon appli, j'ouvre mon profil et je commence de regarder les profils. Et vous savez comment ça fonctionne, à gauche, à droite, etc. Le sociologue, il veut voir comment ça se passe vraiment. D'accord ? Alors on a une possibilité qui est très intéressante, qui est tout simplement de mettre sur les ordinateurs ou sur les téléphones des logiciels espions. Voilà. On met des logiciels espions. Et Christian Likop, il a produit plusieurs travaux tout à fait intéressants, publiés évidemment dans la revue Réseau notamment. Il a fait des études avec des logiciels espions. C'est-à-dire,
on demande à la personne de bien vouloir, si elle est intéressée, de contribuer à l'enquête. Les gens disent non. Le plus souvent, ils disent oui. C'est très singulier, hein, les comportements des gens à l'égard de ce type d'enquête. Alors à nouveau, on borde bien le travail, hein. On est universitaire, on travaille dans tel cadre, on ne vend pas les données, on les garde, c'est anonyme, etc. C'est publié, mais dans des revues scientifiques, confidentielles, etc. D'accord ? Et puis les gens, souvent dans ces cas-là, ils disent oui. Alors on leur demande l'autorisation de mettre un logiciel espion sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable. Ils sont d'accord, on met, c'est un tout petit logiciel, on le télécharge en 15 secondes. Il est très visible sur le bureau du téléphone ou de l'ordinateur. Ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est visible, on le voit bien. Et le fonctionnement est le suivant. Quand la personne se connecte, le logiciel espion se met en route tout de suite. Et on a, comme Hélène avec ses lunettes caméra, on a 100% de ce qui est fait, des échanges qui ont cours sur le téléphone portable à ce moment. Après, ça permet des captations d'écran, comme ça, là je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on a des captations d'écran, voyez, comme les photos d'un parcours commenté. On a tous les échanges, donc on voit comment les échanges fonctionnent. Et puis après, quand on veut restituer, quand on veut publier, quand on veut expliquer, quand on veut présenter, ben on sélectionne tel écran, tel écran, tel écran, tel écran. Et on montre comment, par exemple, quel est le processus qui va d'une première connexion de la personne à la rencontre réelle dans un café avec quelqu'un connecté sur Tinder. D'accord ? Et là, pas de baratin. Là, on rentre dans la vérité vraie, scientifique, de l'usage des techniques virtuelles. Je vais vous montrer un autre exemple, parce que là, c'est vrai que ça fait... vous voyez, hein, j'ai pris ça sur ce rapport. Le financeur, c'est le Forum des vies mobiles. En fait, c'est la SNCF. Les usages de l'application de rencontre géolocalisée Tinder. Voilà, puis il y avait plusieurs personnes, 4 en fait, Christian Licop, Laurent Camus, Anne-Laure Dalstein et Clément Roubalet. Voilà, 4 personnes qui ont mené ce travail, travail intéressant. Et puis je vous montre une dernière petite chose, et puis nous arriverons un peu à la fin. Je veux vous montrer que on peut faire exactement le même travail auprès de personnes qui sont des joueurs de jeux en ligne auxquels on peut jouer sur le téléphone portable, et notamment un jeu qui n'est pas forcément très connu parce qu'il s'adresse à un public un peu particulier, un jeu qui s'appelle Ingress. Et on retrouve Julien Morel, qui est un bon spécialiste de ces questions. Et Julien Morel, il a mis des puces sur les téléphones des gens qui jouent à Ingress, et à partir de là, il peut capter, vous voyez, il fait des captations d'écran, il fait des captations de jeux. C'est un jeu un peu compliqué, hein, je ne rentre pas dans le détail. Ce que je vous montre, c'est simplement qu'on met la puce sur le téléphone des personnes, après on la relève, on met ça sur l'ordinateur et on a accès à toutes les séquences de jeu et aussi au hangout, et donc à ce qui se raconte. Voilà, hein. Vous voyez, là on est sur un joueur très très doué, et 2 petites secondes, à nouveau Julien Morel il fait du tracé comme ça, de personnes qui circulent, et je veux vous montrer un hangout. Vous regarderez mieux parce que vous avez ça aussi sur Cursus, hein, vous avez tous les papiers sur Cursus. Hein. Donc là, vous voyez, voilà. Alors on ne va pas voir grand chose. Voilà, mais ça, ce sont des hangouts du jeu. Voilà, la communauté du jeu, et donc les gens avec leurs avatars, et puis tous les échanges. Les vieux joueurs conseillent les nouveaux, et puis on joue ensemble. C'est un jeu de stratégie, donc on met au point des stratégies. Voilà, tout ça, on peut le capter grâce à ces techniques de captation de matériel.
j'arrête et puis je vous montre très vite une dernière, mais bon, une dernière technique. C'est une technique ancienne, très ancienne, une technique des années 70, technique qu'on peut utiliser bien sûr sur les enquêtes mobiles. Technique des années 70, elle n'est pas autosuffisante, mais elle est intéressante quand même. C'est un très bon support d'entretien, de balade. C'est l'outil des cartes mentales, les cartes mentales. Alors vous savez ce que c'est, je pense, parce que souvent au lycée, vous pratiquez la carte mentale. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, on demande, là c'est une carte mentale sur la représentation de la ville d'Angers. C'est très bon ça, pour demander aux personnes d'exprimer leur représentation des espaces pratiqués. Donc là, on est dans du face-à-face. Souvent, la carte mentale, on peut faire ça en déplacement, mais le plus souvent, c'est en face-à-face. Et puis, on donne une feuille blanche à 4 ou à 3 aux personnes, un crayon, une règle, si on veut, ou plein de crayons, couleurs, tout ça. Et puis, on conduit un entretien avec la personne et en lui demandant de dessiner, de nous faire voir ce qu'elle pratique comme espace. Et donc là, on a la carte mentale d'une petite fille de 11 ans qui est en classe CM2 et qui dessine les espaces de sa vie quotidienne. Là, on a une lycéenne qui dessine elle aussi les espaces de sa vie quotidienne. Vous voyez, je vais vous en montrer d'autres. Voilà, une carte mentale très différente. Là, c'est un sapeur-pompier de 43 ans. Donc il a une bonne connaissance de la ville. Donc vous voyez, il a mis les ponts, il a mis la Maine, tout ça, c'est plus large. Bon, ça, c'est une carte mentale d'un bibliothécaire, d'un homme de 43 ans. Bon, là, ce sont des cartes mentales qui ont été faites dans le cadre d'entretiens très, très longs. Mais je vais vous montrer, je vais revenir à quelque chose que je vous ai déjà montré et sur quoi il y a des cartes mentales beaucoup plus brutes de décoffrage. Voilà d'autres types de cartes mentales. Hein. Vous voyez, ce sont les cartes mentales de la personne qui s'est intéressée au GPS piéton à Nantes. Là, on a des cartes mentales, des parcours faits et racontés par les personnes. Donc là, on a un truc. Bon, je pourrais vous en montrer beaucoup plus, hein, mais là, je voudrais quand même avancer. Voilà une autre carte mentale, vous voyez, bien différente. Alors, on voit l'éléphant parce que ce sont les machines à Nantes, sur l'entrée de l'île de Nantes. Puis là, on a la Loire. Voilà, à nouveau une carte mentale avec un petit peu de couleur. Bon, si cette technique vous intéresse, elle n'est pas très difficile à mettre en œuvre, papier-crayon. Et puis en fait, c'est un peu comme dans Le Petit Prince. On dit simplement en jeu aux gens, dessine-moi ta ville, dessine-moi tes trajets quotidiens, dessine-moi les endroits par lesquels tu passes, dessine les endroits que tu n'aimes pas, que tu évites. Par exemple, quand on s'intéresse aux pratiques de l'espace public la nuit par des femmes ou des jeunes femmes, dessine-moi les endroits que tu évites, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Eh bien, voilà le terme de cette deuxième partie qui a été assez longue. Je vais suivre de suite avec la troisième partie. Mais voilà le terme de cette deuxième partie consacrée aux techniques d'enquête classiques, mais que l'on peut mobiliser sur les objets mobilitaires, et les techniques d'enquête mobile, qu'on peut mobiliser, n'en doutez pas une seconde, sur des centaines et des milliers d'objets. Hein. Le parcours commenté, par exemple, nous permet d'enquêter absolument tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment très très riche. Eh bien, je vais suivre de suite, entrer au moins